I was walking around with Bo in Fondel Park, Allez. trying to blow away the clouds so dark. Wishing a Donc warming on va clôturer la conférence par une communication sur la conception de systèmes d'information qui soient utilisables par les utilisateurs et pas uniquement par les concepteurs qui les ont élaborés. Donc ce sera moi-même, Aline Chevalier, qui vais vous présenter cette communication et Franck Amadieu. On est tous les deux enseignants-chercheurs en psychologie cognitive et ergonomie et on travaille au sein du laboratoire Clé LTC, qui est un laboratoire CNRS et Université de Toulouse. Donc Clé LTC pour cognition, langue, langage, ergonomie, laboratoire, travail et cognition. Deux mots sur le laboratoire. Donc, ce laboratoire regroupe des chercheurs CNRS et des enseignants-chercheurs de l'université qui conduisent des travaux à la fois en psychologie cognitive, en ergonomie et en sciences du langage. Donc, on est pluridisciplinaire. Alors, on va vous parler de... On va aborder cette communication en trois grands thèmes. Donc, tout d'abord, les difficultés. Donc, on va vous présenter quelques études qu'on a pu conduire au sein du laboratoire sur comment les concepteurs prennent en compte les utilisateurs quand ils développent, enfin quand ils créent plutôt. Ensuite, on vous parlera de l'activité des utilisateurs et enfin, comment aider, quelques pistes pour aider les concepteurs. Alors, volontairement, les parties 1 et 3 seront plus courtes que la partie 2. Alors, pour commencer, la première partie, alors d'un point de vue théorique, je dirais la conception peut être rapprochée, considérée comme une activité de résolution de problèmes complexes. Alors ce sont des problèmes complexes car ils sont mal définis. C'est vrai, quand on a un cahier des charges, on n'a pas toutes les informations. On doit aller interagir à la fois avec le commanditaire et éventuellement, si c'est possible, avec les futurs utilisateurs du système à élaborer. Ce sont des problèmes ouverts, puisqu'avec un même cahier des charges, différents concepteurs parviendront à un produit différent. Et enfin, différents acteurs sont impliqués dans le processus de conception, comme on a pu le voir tout au long de la journée. Donc, à minima, le concepteur, le client ou le commanditaire et les futurs utilisateurs. Alors, qui peut concevoir des sites web? Ça va de concepteurs ingénieurs à des individus lambda, comme j'allais dire comme vous et moi, mais non, parce que vous êtes pour la plupart informaticiens, mais disons comme des individus qui vont créer un blog ou une page perso. Alors une étude préalable a montré que, en ce qui concerne les concepteurs, je dirais, disons pas des développeurs, non, on s'est plus intéressé à ceux qui font l'architecture ou de l'infographie. Donc dans une étude préalable, on a pu voir qu'il y avait donc, plusieurs acteurs qui étaient impliqués, le commanditaire et les futurs utilisateurs. Toutefois, ces différents acteurs ne sont pas présents tout au long du processus de conception. C'est alors aux concepteurs de considérer leurs différents points de vue une fois qu'ils se retrouvent en situation individuelle de conception. Donc pour cela, différentes contraintes vont intervenir et ces contraintes sont liées à ces deux acteurs. Alors, les contraintes ont un rôle majeur dans la résolution, enfin dans le processus de conception, puisque les solutions sont guidées par différentes contraintes. Donc c'est en fonction des contraintes qui sont données au concepteur qu'on va pouvoir atteindre, enfin que le concepteur va pouvoir atteindre des objectifs. Les contraintes permettent la génération et l'évaluation de solutions, qu'elles soient partielles ou globales. Et enfin, elles contribuent au contrôle de l'activité et permettent de réduire toutes les solutions possibles que le concepteur pourrait envisager. Toutes n'ont pas le même statut. Il y a des contraintes de validité qui devront impérativement être respectées et d'autres, si elles s'avéraient être gênantes, pourraient être mises de côté. Alors les questions qui ont sous-tendu les études qu'on a pu conduire, il y en a deux principales. Donc on a voulu savoir comment les concepteurs essaient ou parviennent-ils ou essaient de tenir compte des besoins des utilisateurs quand ils sont en train de concevoir un site web et quelle place finalement ils accordent aux contraintes, aux besoins des utilisateurs par rapport à celles qui émanent du commanditaire. Alors évidemment on est en psychologie cognitive et ergonomie, donc on est en situation, pas uniquement, mais pour souvent de laboratoire, mais avec de vrais gens, c'est-à-dire des vrais concepteurs et de vrais utilisateurs. Donc les mises en situation, pour mettre en situation les concepteurs,
on leur a demandé d'élaborer une première ébauche pour répondre à un cahier des charges, à un appel d'offres qui émanait d'un commanditaire. Donc, on a fait varier dans ces différentes études les contraintes qui leur étaient données dans le cahier des charges. Soit on n'avait que des contraintes qui ont été orientées commanditaires, soit que des contraintes ergonomiques ou liées à l'utilisateur, un mélange des deux ou pas de contraintes. Et dans le cas où il n'y avait pas de contraintes, dans certaines études, ils étaient face à un interlocuteur auquel ils devaient poser des questions pour savoir quel type d'informations ils pouvaient avoir besoin au cours de la phase amont du processus de conception. Alors évidemment, les concepteurs ont, pendant qu'ils travaillaient, verbalisé. On a analysé les verbalisations produites. Donc, là, j'ai mis 2 exemples pour que ce soit plus concret. Donc, par exemple, je vais mettre une partie petit plus pour donner des astuces techniques, c'est toujours utile. Donc ça, c'était une contrainte qui a été catégorisée comme liée à l'utilisateur. On a utilisé, comme j'ai dit tout à l'heure, la distribution de l'information à la demande, c'est-à-dire quand ils étaient face à un interlocuteur, ils pouvaient poser des questions. Donc là, par exemple, il y en avait un exemple, c'est normalement les liens sont soulignés. Donc ça, c'est une question qui relève des besoins liés à l'utilisateur et plus précisément liés à l'utilisabilité. Et enfin, on a analysé les pages web qui étaient produites. Donc en termes de nombre d'erreurs ergonomiques, d'erreurs d'utilisabilité qui étaient introduites dans ces pages. Alors de façon synthétique, ce qui a été démontré, c'est que finalement, quel que soit le cahier des charges, les concepteurs se focalisent sur le respect des contraintes liées au commanditaire au détriment des contraintes liées à l'utilisateur. Bon, avec quand même un peu plus de contraintes liées à l'utilisateur qui étaient respectées face au cahier des charges ergonomique ou mixte. Ce qui a contribué à l'élaboration de maquettes électroniques comportant un nombre relativement important d'erreurs ergonomiques. Là, j'ai mis des exemples de première ébauche que les concepteurs ont pu faire. Donc, on peut voir, par exemple, dans la maquette de gauche, que le contraste texte-fond n'est pas tellement bon. Et dans l'autre, il n'y a pas de structure. Il n'y a pas, par exemple, de menu. Bon, ce sont des premières maquettes. Alors, en conclusion, par rapport à ces études, on peut dire que par rapport aux contraintes commanditaires ou aux contraintes utilisateurs, les contraintes commanditaires, le commanditaire serait considéré comme l'acteur principal du processus de conception. Donc, du coup, la majorité des contraintes liées à cet acteur auraient le statut de contrainte de validité, donc qu'elles soient prescrites ou pas, c'est-à-dire qu'elles soient données dans le cahier des charges ou qu'elles soient inférées par les concepteurs par rapport à leurs connaissances qu'ils peuvent avoir. Donc du coup, ça conduirait à respecter ces contraintes en priorité, alors que pour les contraintes utilisateurs, il y a une forte influence du caractère prescrit, c'est-à-dire quand elles sont données, là, ils les respectent. Alors là, plusieurs raisons qui ne sont pas opposées. Donc c'est que ces contraintes prescrites, même si elles sont liées à l'utilisateur, elles émanent généralement du commanditaire. Donc du coup, ça devient des contraintes commanditaires et elles ont ce statut de contrainte de validité. Ou alors, ils peuvent avoir des difficultés, les concepteurs, à se mettre à la place des utilisateurs, notamment d'utilisateurs débutants. Alors les analyses qualitatives des protocoles verbaux ont permis de montrer que bien souvent les concepteurs essaient de se mettre à la place des utilisateurs. Donc là, vous pouvez le voir dans cet extrait. L'article sur la baisse de la consommation des voitures neuves, c'était pour un site de concessionnaire, à mon avis, ça n'intéresse pas l'internaute, c'est inutile, tout ce que l'internaute veut, c'est voir les voitures. Donc on ne mettra pas l'article. Personnellement, quand je vais sur le web pour acheter quelque chose, je ne supporte pas de voir des tas de choses qui ne m'intéressent pas. Donc là, il se met réellement à la place du futur utilisateur. Donc les concepteurs font référence à leur propre façon d'utiliser Internet pour prendre en compte le point de vue des utilisateurs. C'est ce que des chercheurs en informatique, James Landay et collaborateurs, ont appelé l'ego biais, ou alors, plus lié à la psychologie, la malédiction des connaissances. C'est-à-dire que dans cette activité, on n'est pas uniquement concepteur, on est aussi utilisateur, et donc du coup on a des connaissances en tant qu'utilisateur, mais simplement ces connaissances, elles sont d'un niveau relativement élevé, donc du coup ça conduit à des difficultés à se mettre à la place d'utilisateurs, surtout débutants. Alors pour la deuxième partie, je vais passer la parole à Franck. Ok, ça fonctionne.
Alors, moi, en fait, je travaille pas mal, quand j'entends parler d'architecture d'information, sur l'organisation de l'information, la structuration de l'information, dans le multimédia, hypermédia, hypertexte, et je m'intéresse pas mal aussi, comme Aline, à la diversité des utilisateurs. Donc, dans cette partie, on va essayer de se centrer sur les utilisateurs. Donc, on a 4 points qu'on aimerait aborder. Le problème de l'acceptabilité, c'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qui détermine l'acceptation ou pas d'utiliser un système, un site web en l'occurrence. Quelles sont les caractéristiques de la tâche de recherche d'information? Alors recherche d'information, parce que c'est la tâche assez classique qu'on va trouver sur un site web. Donc nous, ce qui nous intéresse du point de vue psycho, c'est-à-dire du point de vue de l'utilisateur, c'est quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer quelqu'un à exécuter cette tâche-là. Donc j'en dirai un mot après. On attaquera ensuite les caractéristiques individuelles. On va distinguer l'expertise, c'est-à-dire les connaissances des utilisateurs dans les systèmes, mais aussi dans les contenus qu'ils traitent, les contenus informationnels. Et Aline reprendra la parole, notamment avec le vieillissement, l'effet de l'âge chez les utilisateurs, et évoquera également des caractéristiques des documents, en particulier les qualités ergonomiques et la complexité des interfaces. Alors, l'acceptabilité, je pense qu'une bonne partie d'entre vous est familier de ce concept-là, encore plus du cadre général, où on distingue 3 dimensions qui sont importantes généralement en ergonomie. Alors c'est un cadre très général, mais que je trouve quand même intéressant. On va distinguer l'utilisabilité, l'utilité et l'acceptabilité d'un système. En gros, l'utilisabilité, c'est est-ce que mon système, est-ce que les fonctions de mon système sont faciles à apprendre et à manipuler, et l'utilité, c'est plutôt est-ce que le système me permet en tant qu'utilisateur d'accéder à mon information, de trouver mon information, c'est-à-dire d'atteindre mon but principal. Et on va distinguer l'acceptabilité qui est en gros, est-ce que le système est compatible avec les pratiques, les ressources, les contraintes, les objectifs des usagers potentiels et de leur situation de travail. Alors pour reprendre cette distinction, peut-être certains connaissent le modèle d'acceptabilité de Nielsen, où on distingue ces 3 dimensions et leur articulation. Si je prends la première, l'utilisabilité, généralement c'est la plus connue. En gros, est-ce que mon système, est-ce que mon site web pour l'utilisateur est facile à apprendre? Ok, est-ce qu'il est efficient? C'est-à-dire que rapidement, j'atteins des performances, donc en peu de temps. Est-ce que la mémorisation du site web, c'est-à-dire de son organisation, des fonctions qui me sont allouées, est-ce que ça, c'est facilement mémorisable pour l'utilisateur? Est-ce que le système prévient bien les erreurs? C'est-à-dire qu'il y a peu d'erreurs pour l'utilisateur dans l'utilisation, ou quand il y a une erreur, le système accompagne la régulation de l'erreur, et c'est-à-dire la correction de l'erreur. Et enfin, est-ce qu'il y a un sentiment de satisfaction chez l'utilisateur? Ok, ça c'est assez classique. Là où je trouve que ça devient un peu plus intéressant, c'est quand on s'intéresse à l'utilité, que Nielsen appelle d'abord l'utilité pratique, en distinguant donc l'utilité théorique, qui est en gros, est-ce que le système qui a été conçu, est-ce que le site web qui a été conçu permet à l'utilisateur d'atteindre son objectif? Donc si je cherche à, par exemple, faire de l'achat sur le web, que je vais sur Amazon pour acheter un bouquin, est-ce que ce site web me permet d'atteindre mon objectif, en dehors des fonctions qu'il propose? Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, l'utilisabilité du site va avoir un impact sur son utilité. Si le site est difficilement utilisable, c'est-à-dire que je suis perdu, que je ne sais pas quelle fonction utiliser, que je passe mon temps à réapprendre à utiliser le système, au bout d'un moment, il devient inutile pour l'utilisateur. Ok ? Si on remonte à partir de l'utilité pratique, on s'aperçoit qu'elle va avoir une incidence sur l'acceptabilité du système. Évidemment, si l'utilisateur perçoit le système comme non utile pour lui, il y a peu de raisons qu'il accepte d'utiliser le système. Je pense que vous êtes d'accord avec ça, même si ce n'est pas vrai dans tous les cas. Or, qu'est-ce qui va jouer aussi sur l'acceptabilité du système, au-delà de l'utilité? C'est le coût du système. C'est-à-dire, est-ce que pour l'utilisateur, ça peut être un coût même financier? Est-ce qu'il y a un coût financier? Est-ce que c'est acceptable ou pas pour l'utilisateur? Est-ce qu'il est compatible, je ne sais pas, avec les plateformes qu'il utilise? Les OS, par exemple, le type de parc informatique qu'il peut avoir dans une école, je pense à ça, entre autres, la fiabilité donc, du système, etc. On peut imaginer beaucoup de choses. Donc ça, c'est ce que Nielsen appelle l'acceptabilité pratique. Et il distingue l'acceptabilité sociale. Alors ça, j'aime bien. Je prends un exemple, souvent avec les étudiants, qui me plaît là-dessus. Je reviens sur l'ergonomie dans ses fondements, c'est-à-dire centré sur le travail, puisque l'ergonomie, à la base, c'est pas l'étude des interactions, c'est quand même l'étude du travail. Enfin, des interactions, pardon, des interfaces. Et donc, l'acceptabilité sociale, un exemple intéressant, c'est que dans une entreprise, un patron, une entreprise avec un travail à la chaîne il y a pas mal d'années, un patron met en place un
de nouvelles machines pour aider les ouvriers. Donc il ne s'agit pas de remplacer les ouvriers, il s'agit de rendre moins pénible le travail. Donc les machines sont facilement utilisables, utilisabilité très bonne. L'utilité excellente parce qu'elle réduit la pénibilité du travail des ouvriers. Okay. Seulement, quand on a proposé les outils aux ouvriers, ils ne les ont pas utilisés. Donc problème d'acceptabilité sociale. Donc pourquoi ils ne les utilisent pas? C'est facile à utiliser et c'est très utile. Parce qu'en fait, il y avait un conflit social au sein de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y avait des rapports de force entre les syndicats ouvriers et le patron. Donc, en tant qu'ouvrier, si j'accepte un cadeau du patron, vous voyez ce que ça veut dire. Dans le rapport de force, ça pose problème. Donc, je ne dois rien accepter venant de la direction de l'entreprise. C'est ça, c'est bon, ça marche? C'est ça qu'on va appeler l'acceptabilité sociale. OK? Je prends un autre modèle d'acceptabilité qui est très proche, on va retrouver le même concept. Ce que je trouve intéressant dans celui de Davis, donc le Technology Acceptance Model, c'est qu'on s'intéresse aux intentions des utilisateurs. Donc il y a utilisation à partir du moment où l'utilisateur a l'intention d'utiliser. Ok, mais qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui amène l'utilisateur à avoir cette intention? Ben, c'est son attitude, l'attitude qu'il peut avoir face au site web, face au système que vous lui proposez. Ok, et là on va retrouver notre utilisabilité. Mais dans ce modèle, ce qui est intéressant, c'est qu'on va parler d'utilisabilité perçue. C'est-à-dire que, peu importe à la limite si le système il fonctionne bien, du point de vue technique, la question c'est juste comment l'utilisateur perçoit l'utilisabilité du site. Okay, et là, on peut avoir des grosses variabilités entre les individus. Donc on peut avoir un site très bien fait a priori, mais des grosses variabilités de perception de son utilisabilité. Même chose pour l'utilité. D'accord? Ça va impacter l'attitude et les intentions. Ce qui est intéressant aussi dans ce modèle, c'est de se rendre compte, finalement, l'utilisabilité serait aussi un déterminant, un facteur qui impacterait l'utilité perçue, un peu comme dans le modèle précédent. En revanche, l'inverse ne serait pas vrai. Ok, et vous avez les variables externes, la situation, le contexte, qui vont évidemment impacter à la fois l'utilité perçue et l'utilisabilité perçue. Ok, je ne vais pas trop vite, ça va? Deuxième point, on pourra en discuter après s'il vous plaît. Les exigences des tâches de recherche d'information. Alors, nous en tant qu'ergonomes, on se pose souvent, enfin psycho-ergonome, la question du coût mental, cognitif pour l'utilisateur. C'est-à-dire, est-ce que pour lui, utiliser un site, ça a un coût? Est-ce que ça exige des ressources en mémoire? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est stressant? Ça a été évoqué à des moments, ça peut générer de l'anxiété, des choses comme ça. Nous, on s'intéresse un peu à la charge cognitive. Alors, la charge cognitive, elle est basée sur l'idée que tous les individus, vous avez beau être brillants, vous avez tous une mémoire de travail qui a une capacité très limitée. D'accord? Ça veut dire que vous pouvez maintenir certaines informations à un temps T, mais ces informations, elles sont en très petite quantité, et le maintien dans le temps est assez réduit. C'est-à-dire, un numéro de téléphone, à moins de se l'auto-répéter en permanence, vous allez très vite l'oublier. Quelqu'un qui est en train d'utiliser un site web, pour peu que le site web soit pas très bien conçu, on va dire, ou répondent pas à ses besoins, ou qu'il exige des tâches très complexes, alors la mémoire de travail de l'utilisateur est fortement sollicitée. D'accord? Donc nous, en tant qu'ergonome, on se dit, justement, comment on peut essayer de réduire ça? Donc, on va distinguer trois types de charges pour l'utilisateur. La charge intrinsèque qui est en gros liée au traitement de la complexité des informations, c'est-à-dire c'est les contenus, si vous voulez, du site. Si en soi les contenus sont complexes, ça exige déjà de mobiliser une part de votre ressource en mémoire. Ok. Maintenant, il va falloir quand même utiliser le système. Donc tout ce qui est, par exemple, sélectionner les liens, savoir si j'utilise ou pas un moteur de recherche, est-ce que j'utilise telle option qui me permet de mettre un signet, est-ce que je laisse un message, voilà. Tout ce qui est en gros utilisation des fonctions de l'interface, savoir comment les utiliser, savoir les mémoriser, en gros les problèmes d'utilisabilité, ça peut avoir un coût. Évidemment, la troisième partie, l'utilité, c'est en gros ce que je vais faire comme traitement cognitif. Par exemple, conduire mon activité de recherche d'information. Ça m'est utile puisque mon objectif, c'est de trouver une information. Et ça aussi, ça mange des ressources en mémoire. Okay ? Donc, l'idée pour nous, c'est bien de réduire ces problèmes d'utilisabilité pour réduire les problèmes de ressources en mémoire, d'attention aussi chez les utilisateurs, et de favoriser au mieux l'utilité. Ok ? Je continue. Nous, en ergonomie, on aime bien étudier les tâches. Voilà, c'est notre dada, et on aime bien faire une modélisation des tâches et découper les tâches. Donc ici, on s'intéresse, par exemple, avec André Tricot,
à la tâche de recherche d'informations, et on s'est dit, bah, tiens, finalement, les utilisateurs qui utilisent un site web, en fait, à la base, ils ne sont pas là pour utiliser un site web. À la base, peut-être, ils sont dans une activité de travail, une activité d'étude, ou effectivement, je n'y avais pas pensé, une activité de consommation, avec de l'achat. Donc, ça veut dire pour nous, en ergonome, il faut déjà comprendre quelle est l'activité initiale de l'utilisateur. C'est-à-dire pourquoi il vient sur mon site. Deuxième dimension de cette activité, c'est que l'utilisateur va chercher à résoudre un problème informationnel. C'est-à-dire que pour pouvoir réaliser mon travail, pour pouvoir étudier, je vais avoir besoin de telle information, en dehors du site. Donc pour lui, c'est déjà un problème à résoudre. J'ai un manque d'informations, comment je vais répondre, remplir ce manque d'informations? Eh bien, je vais utiliser un site web. Ok? Je vais devoir donc naviguer, rechercher l'information dans ce site web. Sauf que, pour pouvoir naviguer dans le site web, il va falloir que je fasse des traitements du site. Donc des traitements de l'hypertexte, c'est-à-dire que je traite ces contenus et la façon, si vous voulez, dont est organisé le site. Je reviens sur la deuxième tâche, la deuxième dimension. Donc, résoudre un problème, ça veut dire qu'il faut mettre en place des procédures, qu'il y a des contraintes pour rechercher l'information. Ça peut être des contraintes temporelles, je dispose de peu de temps pour trouver l'information. Tout ça dans un domaine très étendu, très vaste. Donc ça complexifie mon problème de recherche informationnelle. Et l'idée, c'est que le site puisse m'amener à répondre donc à mes buts informationnels et que je puisse ensuite revenir sur mon activité de travail et grâce à l'information que j'ai obtenue, réaliser mon activité de travail. Très bien. Sauf que donc, pour résoudre ce problème informationnel, il faut que je navigue dans le site. Et donc, pour naviguer, si vous regardez les trois du milieu, il faut que j'utilise des outils de navigation. Il faut que j'évalue des liens hypertextes, parce que j'ai des liens, mais les gens prennent des décisions sur ces liens. Qu'est-ce que je sélectionne? Est-ce que j'utilise ça? Alors j'ai mis lien, on peut l'élargir aux fonctions générales d'un site web. Et qu'est-ce qui va piloter ça chez l'individu? C'est l'élaboration de ses buts, c'est-à-dire quel est mon but? Qu'est-ce que je fais dans le site web? Qu'est-ce que je recherche? Le but, ça peut être aussi de le faire à moindre coût. C'est-à-dire que je recherche une information, mais je ne veux pas que ça me prenne trop de temps et je ne veux pas que ce soit trop coûteux. Et je vais mettre en place des procédures, des patterns de navigation, des stratégies, ça a été un peu évoqué, je crois, ce matin. Seulement pour pouvoir faire ça, donc pour pouvoir mettre en œuvre une activité de navigation efficace, il va falloir quand même que je traite les contenus du site web. Quand je dis traiter, ça ne veut pas dire lire dans le détail, ça peut être faire un survol, avoir un repérage déjà des grands titres, du type d'information que je vais trouver dans le site. Et je dois également construire mentalement une représentation de l'organisation spatiale du site web. C'est-à-dire, en gros, comment il est fichu, comment il est organisé, comment je vais pouvoir me déplacer à l'intérieur. Donc ça, c'est coûteux. Et moi, c'est vrai que mes travaux de recherche, ils sont principalement sur cette question-là, et comment ça va impacter la navigation. Donc si je continue, souvent, on entend parler de difficultés d'utilisation. Moi, dans la recherche d'informations ou dans l'utilisation de sites web, un concept qui nous est cher, on va dire en psychologie et dans certains travaux dans le domaine, c'est la désorientation. Je vais arrêter de bouger. La désorientation de l'utilisateur, c'est quoi? C'est la difficulté à savoir où il est dans le système, dans le dispositif, dans l'architecture, si vous voulez, mais aussi comment atteindre le but, comment atteindre l'information qu'il veut atteindre. D'accord? C'est ce qu'on appelle aussi la recherche navigationnelle. Alors, les mouvements oculaires, on en a parlé un petit peu, même pas mal. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce que c'est la désorientation. Si on utilise les mouvements oculaires, c'est intéressant. Si je prends un texte classique, d'un document classique papier, on va dire à gauche, on s'aperçoit que la lecture qui est linéaire, qui est guidée par l'organisation du texte, n'impose pas véritablement de désorientation pour l'utilisateur ou le lecteur, d'accord? Alors qu'en revanche, rechercher une information dans un site web va impliquer que l'utilisateur organise lui-même ses parcours de sélection d'informations. Donc, quelle information je vais sélectionner? Là, déjà avec le regard, c'est aussi dans la navigation. Dans quel ordre? Est-ce que je reviens en arrière, etc. Donc, ça, c'est coûteux par rapport à une lecture linéaire classique, où vous êtes guidé par la structure de l'information. Ici, on est beaucoup moins guidé. Autre chose que je trouve très intéressante dans l'ergonomie, c'est la désorientation qu'on peut
qui est multidimensionnel, si vous voulez. Hein. C'est plus compliqué que ça, mais en gros, on peut distinguer la désorientation structurale et conceptuelle. En gros, la désorientation structurale, c'est la difficulté à se repérer dans un espace physique, et la désorientation conceptuelle, c'est la difficulté à se repérer dans un espace sémantique. Je vais essayer de vous clarifier tout ça avec cet exemple. En gros, à gauche, vous êtes plutôt dans un espace physique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien sémantique entre les pages, mais mentalement, vous pouvez vous représenter l'organisation du site de cette manière-là. Alors qu'à droite, vous avez le même type d'organisation, c'est-à-dire hiérarchique, mais là, tout d'un coup, on est dans le sémantique, on n'est plus dans le spatial. Donc, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que les utilisateurs, ils ont pas mal besoin d'une organisation conceptuelle, mentalement, pour pouvoir naviguer de manière efficace dans un site web. Alors, je vais passer rapidement, ça c'est des exemples, je donne la référence pour ceux qui seraient intéressés. Bah oui, alors comment on mesure la désorientation chez les utilisateurs? Il y a des mesures subjectives avec ce genre de questions. Vous pouvez noter la référence si ça vous intéresse, je vais passer dessus. Il y a différents outils de guidage pour réduire la désorientation. Comment on peut réduire ça? Les aspects généraux de l'interface, c'est-à-dire proposer des retours en arrière, des signets, des historiques, des cartes de navigation, on peut dire ça c'est classique. Des métaphores de navigation, notamment dans la réalité 3D, on le retrouve beaucoup, c'est-à-dire qu'on va simuler un environnement d'orientation physique. Centré hardware, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, on disait on veut des systèmes qui répondent rapidement parce que l'utilisateur il a envie de quelque chose de rapide, mais c'est pas tellement des fois qu'il a envie de quelque chose de rapide par confort, c'est que si ça met trop de temps, il va perdre ses objectifs en mémoire de travail. Et du coup, il devient désorienté. Donc si on a un système qui réagit trop lentement, et que la tâche est complexe de recherche d'information, on risque alors d'accroître la désorientation de l'utilisateur. Et enfin, quelque chose qui m'est cher, c'est les représentations de la structure sémantique du site. Ne pas hésiter à représenter sous forme d'une carte, par exemple, la structure sémantique d'un site. Mais j'insiste sur le sémantique, pas que spatial. Je vais passer sur les recommandations, c'est pas très intéressant. Pour finir, donc, sur les caractéristiques des utilisateurs, avant de repasser la main à Aline. Si on regarde la littérature, psychologie, ça y est. On s'aperçoit qu'il y a plein de stratégies, de profils de navigation différents chez les gens. Ok, vous avez quelques exemples. Rechercher donc spontanément à partir de mots généraux contenus dans un énoncé pour aller au plus précis, ou à l'inverse, partir de mots-clés très précis et on remonte vers le général. On fait des recherches simultanées et parallèles, par exemple en utilisant plusieurs moteurs de recherche, certains le font. Vous allez me dire, il suffirait de profiler les utilisateurs en fonction de leur stratégie de navigation. Mon point de vue, il est celui-ci, c'est qu'en fait la variabilité, elle n'est pas tant inter-individuelle, elle est aussi intra-individuelle. C'est-à-dire qu'un même individu ne va pas utiliser toujours le même type de stratégie. Ça va dépendre du domaine dans lequel il est, du contexte de sa recherche d'information, de ses objectifs, et de certaines de ses caractéristiques. J'y viens donc, notamment sur les connaissances. Donc en gros, quelles sont les connaissances des utilisateurs qui peuvent impacter vraiment sa navigation et sa recherche d'information dans un site web? Donc on va distinguer les connaissances du domaine, c'est-à-dire les connaissances liées au contenu, de quoi traite le site web, les connaissances au système, c'est-à-dire je suis un geek, je passe mes journées justement à tweeter, à chercher des informations sur le web, à regarder des blogs, etc. Donc je développe une expertise, d'accord? Et on a les connaissances informationnelles, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui est habitué à chercher de l'information, par exemple. Mais pas que sur des sites web, aussi dans des documents papier. Ça, c'est une autre forme d'expertise. J'en parlerai pas parce que je n'ai pas le temps et que la littérature n'est pas très alimentée là-dessus. Concernant les connaissances du domaine, donc si on regarde un peu la littérature, quand on a des utilisateurs qui ont un bon niveau de connaissance dans le contenu informationnel qu'ils traitent, on s'aperçoit qu'ils sont capables de s'abstraire des exigences de navigation la plupart du temps. C'est-à-dire, plus concrètement, ils vont mettre en place des stratégies qui sont basées plutôt sur leur intérêt. Ils sont capables d'explorer en profondeur les thèmes du site web. Et ils sont capables de construire des séquences de lecture qui leur permettent de maintenir de la cohérence sémantique entre les différentes informations qu'ils sont en train de lire. En revanche, quand ils sont face à des sites qui présentent des incohérences, c'est-à-dire une organisation d'information qui n'est peut-être pas très adaptée, mais on s'aperçoit que le fait d'avoir un très bon niveau de connaissance permet justement de pallier ce problème-là et de compenser notamment en faisant des inférences et en construisant soi-même mentalement les relations qui manquent dans le site web.
En revanche, pour les gens qui n'ont pas beaucoup de connaissances, la navigation est plutôt basée sur des indices de surface. Par exemple, vous avez les gens qui vont essayer d'explorer le site web de manière systématique. Je regarde le premier point, le premier titre, je vais explorer tous les contenus liés au premier titre, puis le deuxième, puis le troisième. Ça dépend de la taille du site, je suis d'accord. Ok. Donc c'est, pardon, j'ai anticipé, donc c'est l'idée qu'on fait une exploration plutôt exhaustive des sites web. Donc les utilisateurs avec des connaissances dans le domaine sont meilleurs que les novices en recherche d'informations. Hein, la plupart des travaux sont assez clairs là-dessus. Mais attention, uniquement quand le site est organisé sémantiquement et non de manière aléatoire. C'est-à-dire que si vous faites vraiment un site qui n'a pas de sens, au sens de la structure de l'information, pour quelqu'un qui a une expertise dans les contenus, alors ça ne peut pas marcher. D'accord? Donc c'est important que ça ait du sens pour l'utilisateur. Ok, je finis sur les connaissances des systèmes. Donc, en gros, c'est quoi les connaissances des systèmes? Je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure. On va parler de savoir déclaratif et savoir procéduraux. C'est-à-dire que je suis capable de vous déclarer des connaissances sur les systèmes, comment ça fonctionne, etc. Mais en plus, je développe des habiletés à utiliser certaines fonctions, à mettre en œuvre certaines stratégies de navigation, etc. Ben, on s'aperçoit hein, dans la littérature que ben, c'est plutôt une bonne chose. Ça permet une plus grande utilisation des systèmes par rapport à des gens qui ont moins cette expertise. On est plus flexible dans l'utilisation des stratégies, hein, c'est-à-dire que même un individu, plus il est expert, plus il est capable de mettre en œuvre différentes stratégies pour rechercher l'information. On est capable de faire de meilleures reformulations de requêtes, hein, par exemple sur Google, les moteurs de recherche, et on fait beaucoup plus de parcours transversaux, donc on est moins guidé par la structure de l'hypertexte. Ok, et à l'inverse, donc, des navigateurs qui seraient novices ont des croyances, par exemple, alors c'est des vieux travaux, mais je pense que c'est encore un peu d'actualité pour certains, que de toute façon, un site web, il est forcément bien organisé. Donc vous avez des gens qui vont arriver sur le site avec la croyance hein, que de toute façon, l'information est bien organisée. Donc s'ils n'y arrivent pas, c'est eux qui ne sont pas bons. Donc il y a une perte aussi du sentiment de compétence ou de confiance personnelle. Et je vais finir là-dessus pour montrer qu'en fait, c'est jamais si simple. Il y a des travaux qui montrent que plus on est expert dans les systèmes, plus on utilise les systèmes, ben des fois, ça peut entraver la tâche principale. C'est-à-dire, dans une étude de Tricot, ils ont pris des navigateurs réguliers, donc des gens qui utilisaient le web fréquemment, et ils se sont aperçus qu'en fait, ces gens-là faisaient une surutilisation peu efficace du web par rapport à une tâche de recherche d'informations de données. C'est-à-dire qu'ils se détournent à un moment de l'évaluation du manque d'informations, ils ne sont plus capables de se demander s'ils arrivent près du but ou pas de leur recherche d'informations, et ils vont partir dans la consultation de pages qui sont inutiles par rapport à la tâche qui leur a été assignée. Okay ? Donc, ça veut dire que peut-être, il ne suffit pas d'être quelqu'un qui est bon dans les systèmes, il faut aussi être bon en recherche d'informations. D'où l'idée de savoir informationnel. Et dernière chose, pour vous montrer que ça marche aussi pour d'autres tâches que de la recherche d'informations, quand on cherche à comprendre, par exemple, des contenus sur un site web, quand on est trop familier des ordinateurs, dans l'étude de Wecker et compagnie, enfin les collaborateurs, c'est que les ordinateurs ont tendance, l'expertise a tendance à réduire les performances d'apprentissage et de compréhension. Pourquoi ? Parce que quand la familiarité est trop importante, les stratégies de traitement sont finalement plus en surface, il y a plus de survol. C'est-à-dire que je vais transférer mes stratégies habituelles que j'utilise sur le web dans une situation où on me demande plutôt de comprendre, c'est-à-dire que ces stratégies de survol, d'exploration rapide, elles sont inadaptées à ma tâche de compréhension. Et dans ce cas-là, être finalement trop expert vient entraver les performances des utilisateurs. Ok, je laisse la place à Aline. Alors, comme l'a dit Franck tout à l'heure, il y a plusieurs types de stratégies qui peuvent être mises en place. Donc, des chercheurs comme Rouet et collaborateurs ont montré qu'on pouvait distinguer deux étapes ou deux types de stratégies quand on recherchait des informations. Dans un premier temps, par économie cognitive, on essaierait d'appareiller les mots-clés que l'on a en tête avec les informations qui sont données sur l'interface. Par exemple, si on recherche les horaires d'ouverture de la bibliothèque universitaire, on peut voir qu'il y a un onglet lié à la bibliothèque. Donc du coup, en cliquant sur le lien, aucune difficulté, on trouve les horaires de la bibliothèque. Par contre, si on cherche le nom du directeur de l'unité de formation et de recherche en STAPS,
Il faut savoir, donc il n'y a rien par rapport aux UFR, il y a plusieurs façons d'y accéder à cette information, et notamment il faut savoir que qu'une UFR fait partie des composantes de l'université, donc ici en bas à droite. Donc là, en cas d'échec, si on ne peut pas parier lexicalement, les individus engageraient un processus inférentiel plus coûteux en termes de temps et plus incertain quant aux résultats qu'ils vont trouver. Alors, dans une étude qu'on a conduite avec André Tricot, on a essayé de tester, on a pu dégager deux types de stratégies en fonction de la croyance que les utilisateurs ont de leurs connaissances. Donc, ils peuvent essayer de confirmer une connaissance. Donc là, ils vont évaluer les informations qui leur sont données de façon peu profonde. Ils vont sélectionner rapidement et peu traiter ces informations. Par contre, s'ils pensent qu'ils n'ont pas de connaissances, là, ils vont avoir une évaluation plus importante des informations, une sélection moins rapide et un traitement profond. Alors en effet, à travers différentes questions qu'on leur a posées, on a pu mettre en évidence cela. Donc on avait demandé d'indiquer quel était le principal risque de l'amniosynthèse, quand on faisait une amniosynthèse à une femme enceinte. Donc souvent sur Internet, quand on tape amniosynthèse, sur Google, on voit qu'amniosynthèse est associée à trisomie. Donc il y a quelques, on s'est dit, on va essayer de les piéger pour voir s'ils vont traiter de façon plus profonde l'information ou se contenter de dire trisomie. Il y a quelques sujets qui nous ont donné la réponse trisomique, enfin un traitement peu profond, mais de façon générale, on a eu une réussite relativement élevée, un temps et des relectures de la question élevé, et plusieurs sites ont été vérifiés. Donc ils traitent de façon relativement profonde les informations et ils trouvent la bonne réponse qui était le risque d'avortement. On leur a posé une autre question qui était d'indiquer le nom de la pathologie qui générait la chute de cheveux et de poils sur le corps. Alors là, on s'est dit, on va induire une connaissance que tout le monde a, qui est la calvitie. Et là, effectivement, majorité de sujets, je crois que c'était près de 80 ou 90% des sujets, ont donné la réponse calvitie et ils ont fait un traitement de survol, donc un temps très faible. Alors qu'en fait, la pathologie, c'est la pelade. Alors, on a vu les caractéristiques individuelles des sujets. Donc là, on va lier aux caractéristiques du document. Donc, on a conduit des études où on s'est intéressé à l'effet de l'âge. Donc, l'âge, c'est vieillissement, c'est pas auprès d'enfants. Où on a fait varier le niveau d'expertise dans l'utilisation du web et la qualité en termes d'utilisabilité. Donc on avait, dans une première étude, on avait des utilisateurs jeunes et des âgés. Donc jeunes, ça veut dire 20-25 ans, et âgés, c'est généralement autour de 60, voire un peu plus, avec une limite, parce qu'il y a plusieurs tranches d'âge dans le vieillissement. On avait deux sites web qui contenaient les mêmes informations, donc un site dit ergonomique et un site dit non ergonomique en termes d'utilisabilité. Ils devaient rechercher 3 informations qui étaient dans le site et rappeler le maximum d'informations vues dans le site pour essayer de tester la représentation mentale qu'ils ont gardée en mémoire du site. Donc sur la gauche, vous avez un site expérimental, donc c'est la page d'accueil, c'est le site ergonomique avec un menu, etc. Et la page d'accueil du site non ergonomique avec peu de structure, un contraste faible, etc. Mais le même nombre de pages, les mêmes informations sur les mêmes pages. Donc vraiment que de l'utilisabilité. Ce qu'on a pu observer, il y a des différences qui s'observent en termes d'exploration des pages par les utilisateurs. Donc la jeune, les novices jeunes ont plutôt une lecture linéaire. Ils se laissent guider par la structure et par les informations qui ne sont pas pertinentes. Donc ce qui traduit finalement des difficultés à planifier leur activité et à sélectionner les informations pertinentes qui permettent de trouver, d'arriver au but, alors que les expérimentés, eux, ont plutôt une stratégie d'exploration. Donc ils appliquent des connaissances antérieures et finalement, les problèmes d'utilisabilité les ont très peu gênés. Ça les a peut-être un tout petit peu ralentis, mais c'est tout. Quant au rappel des informations pertinentes par rapport à leur requête,
On voit vraiment, ça confirme les explorations, c'est que les novices, ils rappellent plus d'informations pertinentes face au site ergonomique, puisqu'ils se sont laissés guider par la structure, et alors que pour les expérimentés, on n'a pas de différence significative due à au niveau d'utilisabilité du site. Ensuite, on a comparé des utilisateurs jeunes et des âgés. Dans tous les cas, ils étaient débutants. Ce qui s'est manifesté, c'est que les âgés ont eu des difficultés pour évaluer la pertinence des informations et pour effectuer des choix de sélection des informations. Ils ont aussi des difficultés pour finalement inhiber les informations pertinentes et pour se focaliser sur les informations qui sont pertinentes pour la recherche, ce qui va avoir automatiquement un impact au niveau des performances, donc ils mettent plus de temps et font plus d'erreurs. Donc en résumé, le site ergonomique utilisable a permis de réduire les différences entre novices et expérimentés chez les jeunes et atténuer également les différences entre âgés et jeunes novices en recherche, en utilisation d'Internet. Alors, on a vu principalement de la recherche d'informations sur un système fermé. On peut rechercher aussi des informations dans un moteur de recherche qui ne demande pas exactement les mêmes habiletés, puisqu'il faut produire et utiliser des mots-clés pertinents par rapport à sa requête, donc il faut savoir formuler sa requête. Il faut savoir évaluer la pertinence des informations qui sont fournies par le moteur de recherche. Et en cas de requête infructueuse, c'est-à-dire si le moteur de recherche ne donne pas les réponses escomptées, on doit reformuler. Donc il faut avoir un vocabulaire relativement riche et faire preuve d'une certaine flexibilité pour modifier sa stratégie. Alors on sait que le vieillissement cognitif, donc on parle du vieillissement parce qu'on peut noter depuis une petite dizaine d'années vraiment beaucoup des travaux qui commencent à venir sur l'étude des âgés face à Internet, parce qu'on sait que les âgés sont de nouveaux utilisateurs et que chaque année c'est eux qui font augmenter finalement le nombre d'utilisateurs dans les pays, les États-Unis, l'Europe, etc. Donc le vieillissement est souvent associé à un accroissement du vocabulaire. Donc plus on vieillit, plus on a un niveau de vocabulaire élevé. Donc ça, il y a plein d'études qui le montrent. Et par contre, les âgés sont moins flexibles que les jeunes. Donc ils ont plus de difficultés à changer de point de vue sur la situation et à adapter leur comportement. Donc on peut penser que ça va avoir des répercussions au niveau de recherche d'informations. Donc on a demandé à des jeunes et des âgés de rechercher des informations soit faciles, on retape les mots-clés de la question, par exemple, quel est le temps prévu pour demain sur Nîmes, quelle est la météo pour demain sur Nîmes, météo Nîmes, on tombe de suite sur le temps. Difficile où il est nécessaire de générer des synonymes ou des mots sémantiquement proches des mots-clés donnés dans la question. Et enfin, impossible, il n'y a pas de réponse, mais ça paraît la question paraît possible, comme par exemple, à quelle date a été édité le livre Une vie rêvée de Marc Lévy. Marc Lévy n'a jamais écrit Une vie rêvée, mais par rapport aux ouvrages qu'il peut écrire, ça peut paraître tout à fait plausible. Alors ce qui a été obtenu, c'est que les âgés ont de moins bonnes performances que les jeunes, ils reformulent moins souvent et génèrent moins de mots-clés que les jeunes, alors qu'ils ont un niveau de vocabulaire plus élevé. Donc il semblerait que la flexibilité cognitive, finalement, soit plus impliquée que le niveau de vocabulaire. C'est elle qui permettrait, finalement, de changer de stratégie. Et changer de stratégie, ça se traduit par changer de mots-clés. Donc le niveau de vocabulaire, finalement, est sous la coupe, entre guillemets, du niveau de flexibilité cognitive qui a diminué. Donc l'affaiblissement de la flexibilité cognitive, on observe cet affaiblissement avec l'âge, donc ça se traduit par des difficultés à reformuler leurs requêtes et à générer de nouveaux mots-clés. Alors on peut se demander, finalement, on a vu qu'ils avaient des difficultés à générer de nouveaux mots-clés, etc., donc plus faible performance, mais finalement, quels sont les processus cognitifs impliqués dans la recherche d'informations qui sont le plus touchés par le vieillissement? Donc sur la base de modèles qui existent, notamment Tricot, Rouet et Joseph Charit et collaborateurs, on a dégagé 4 types de processus. La planification, donc on élabore un premier plan pour formaliser sa requête. L'évaluation de la pertinence des informations. La régulation, donc là, si ça ne fonctionne pas, il faut qu'on change de stratégie pour trouver une autre réponse. Et le contrôle, qui consiste à se remémorer le problème et les objectifs et comparer l'état courant avec l'état but que l'on vise.
Alors ce qu'on a observé, donc on a pris à peu près les mêmes tâches que précédemment, tâches simples, difficiles et impossibles. Donc pour les tâches simples, donc on voit pas très bien. Donc entre jeunes et âgés, il n'y a pas vraiment de différence. Par contre, pour les tâches difficiles et impossibles, oui, on voit que les jeunes, eux, planifient et régulent leur activité, alors que les âgés, eux, évaluent davantage. Donc du coup, les jeunes, les adultes âgés planifient et régulent moins leur activité que les jeunes. Donc ça traduit des difficultés à changer de stratégie, et ce qui peut être dû au déclin de la flexibilité cognitive. Alors il me reste 5 minutes, je vais essayer, enfin je ne tiendrai pas de toute façon dans les 5 minutes, donc on pourra peut-être faire que ces 2 parties, puis pas passer à la 3e. Donc là on va parler plutôt du vieillissement et de l'organisation des informations. On a vu ce matin que l'architecture était très importante dans la conception web. Donc là je vais vous présenter rapidement une étude de Pack et Pris, donc des chercheurs américains qui ont qui ont comparé jeunes et âgés avec 2 systèmes, avec des hyperliens, avec des liens. Donc un système organisé de façon hiérarchique, où pour avoir des informations sur les vaccins liés, le vaccin le vaccin contre la grippe, il y a un seul chemin possible, d'accord, donc en 3 clics. Alors qu'il y a un système organisé en mots-clés, là, les sujets peuvent accéder aux informations sur le vaccin contre la grippe de 3 façons différentes, en un seul clic. Ce qu'ils ont montré, c'est que l'interface hiérarchique, donc celle où il n'y avait en plusieurs clics, bénéficie, si je puis dire, aux jeunes. Donc les jeunes ont de meilleures performances que les âgés. Par contre, quand on est en interface mots-clés, là, il n'y a plus de différence en termes de performance entre les jeunes et les âgés. Donc ce que les auteurs ont dit, c'est que le vocabulaire peut aider les adultes âgés à rechercher des informations dans la version en mots-clés par comparaison à la version hiérarchique où il faut avoir en plus des capacités de catégorisation des informations. Et on sait qu'avec le vieillissement, ça décline également. Il ne fait pas bon vieillir. Et ça peut aussi, le fait d'organiser en mots-clés, ça peut contribuer à la désorientation dont a parlé tout à l'heure Franck. Alors nous, on a repris avec une collègue, Paulette Rosenzweig, le dispositif de Pack et Pris, mais on a fait varier le domaine. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient pris un domaine qui était équivalent pour les jeunes et les âgés. Nous, on a pris un domaine où les âgés avaient plus de connaissances que les jeunes, et inversement un domaine où les jeunes avaient plus de connaissances que les âgés, donc pré-test, etc. Donc le domaine des âgés, c'est tout ce qui est lié à la banque et aux assurances, et les jeunes, c'était lié au manga. Donc ce qu'on a pu observer, c'est que pour les 2 domaines, il y a une réduction des différences entre jeunes et âgés dans l'interface mots-clés, donc comme Pack et Pris. Et pour l'interface, pour le système banque, bien que les jeunes aient moins de connaissances que les âgés, face à l'interface hiérarchique, les jeunes sont meilleurs que les âgés. Et pour l'interface mots-clés, plus de différences significatives avec une légère supériorité pour les âgés. Donc ça tend à bénéficier aux âgés. Alors, quelques implications pour les concepteurs. Donc, au niveau des âgés, il faut les aider à se détacher finalement de l'énoncé, donc les aider à reformuler les requêtes et à changer de stratégie, donc en aidant, en proposant des synonymes si c'est possible, et par des termes sémantiquement proches, où finalement eux ont ces termes-là, mais comme ils ont des difficultés à changer de point de vue sur la situation, ils vont pas rechercher en mémoire ces termes-là. Puis l'organisation en mots-clés bénéficie également aux adultes âgés. Alors, je vais revenir un petit peu vers la conception expérience utilisateur, puisque, comme vous avez pu le noter, nous, on s'est principalement intéressé jusqu'à présent à l'utilité, la compréhension et l'utilisabilité. Or, l'expérience utilisateur, c'est maintenant, il y a plusieurs modèles théoriques dans la littérature, et on peut voir que quand on évalue une interface ou un système, il faut aller au-delà de ces aspects pragmatiques, donc utilisabilité et utilité. Il faut aussi s'intéresser aux aspects émotionnels, attractifs et esthétiques. Donc un chercheur vraiment éminent que vous devez sans doute connaître dans l'expérience utilisateur, c'est, je l'ai cité, je ne l'ai même pas cité, c'est Assenzal qui est allemand
et qui a développé cette approche depuis maintenant une dizaine d'années. Alors, donc lui, il dit qu'il faut accorder plus de place à d'autres facteurs comme l'esthétique ou l'attractivité, et pourtant, jusque 2002 à peu près, on a eu peu d'études en IHM et en psychologie ergonomique qui se sont intéressées à l'esthétique. Moi, je vais parler de l'esthétique puisque c'est ce qui nous intéresse actuellement. Puisqu'en fait, souvent, la beauté ou l'esthétique, enfin, d'abord, c'était jugé comme pouvant nuire. Quelque chose qui était beau n'allait pas forcément être utilisable et même pouvait nuire à l'utilisabilité, ce qui a été ancré dans la tête des ergonomes, je pense, pendant assez longtemps. Or, on peut voir, en psychologie, c'est pas nouveau de s'intéresser à la beauté ou à l'esthétique, et des travaux montrent que ça influe sur nos jugements, que cela soit les jugements que l'on va avoir envers autrui ou envers des objets de la vie courante ou autre. Alors, une des premières études qui a porté sur l'esthétique, c'est une étude sur les guichets automatiques de banque, où là, les auteurs ont montré qu'il y avait que la perception immédiate donc de l'esthétique était fortement corrélée à la perception de l'utilisabilité. Donc perception immédiate, c'est durant les quelques premières secondes sans avoir utilisé le système. Donc ces résultats ont été reproduits un peu plus tard par Tratinsky auprès de Japonais et d'Israéliens, puisque Noam Tratinsky, c'est le chercheur éminent sur l'esthétique dans le web. Alors, ce qui conduit les auteurs à dire que les internautes construisent une première impression de l'esthétique du site en 50 millisecondes qui reste stable finalement au fil des expositions. L'esthétique influe donc sur l'utilisabilité perçue et non réelle, ainsi que sur la satisfaction, démontrée par quelques études sur la crédibilité du site et sur les préférences des utilisateurs. Donc on ne peut pas faire abstraction de ce facteur esthétique, comme ça a été le cas pendant de nombreuses années. Alors, un manque un petit peu, c'est qu'il y a peu d'études qui s'intéressent à l'inverse, c'est-à-dire quand on va rechercher des informations, utiliser un système, si on rencontre des difficultés, finalement, est-ce que ça va impacter la perception que l'on va avoir de l'esthétique du système. Donc on a conduit une première étude où il fallait rechercher, où les sujets devaient rechercher des informations sur un site, et ces informations avaient des niveaux de difficulté différents, un petit peu comme précédemment. Ben, ce qu'on a pu observer, c'est que les performances en recherche d'informations impactent l'évaluation de l'esthétique. Donc en fait, ils sont l'esthétique, bon après on a fait varier un autre facteur, mais de façon globale, quand on rencontre vraiment trop de difficultés, le site est perçu comme moins beau que quand on rencontre moins de difficultés. Ça impacte l'évaluation de l'utilisabilité a posteriori, ce qui est normal, et ça a aussi un impact sur la charge mentale, sur l'évaluation de la charge mentale des utilisateurs. Alors quelques recommandations destinées toujours qu'on peut formuler à l'égard des concepteurs, c'est que la conception d'un site web doit tenir compte de l'ensemble des tâches et des objectifs de l'utilisateur, ce qui a été dit ce matin et cet après-midi à plusieurs reprises. La mesure de l'utilisabilité d'un site doit inclure la désorientation perçue en plus des difficultés d'utilisation. Certaines organisations favorisent l'activité des utilisateurs, surtout des plus âgés. Aider les utilisateurs à reformuler leurs requêtes, ça je crois que c'est très important. Alors après, c'était ma transition vers la partie 3, mais vu qu'il ne reste plus de temps, Yves ? Oui, c'est tard, c'est ça, c'est déjà 8h10. Donc, tant pis, on donnera les slides. Merci.